25 avril et surtout sur le 25 avril, 50 ans après. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? Et c'est de cela dont nos invités vont parler durant cette première table ronde. On aura Isabelle Lucas, la chance de la voir de Publico pour modérer cette table ronde, et la professeure Maria-Inacia Rezola, monsieur Joan Suarez et la professeure Myriam Revedalón pour parler de 50 ans après. Donc, les nouveaux défis, 50 ans après le 25 avril, Europe, démocratie, diversité. Dans la deuxième partie de cet après-midi, soirée, ça sera quelque chose d'expérimental. Ça sera aussi une manière pour nous de corriger une erreur qui n'est pas la nôtre. Il manquait une date dans l'histoire mondiale de la France. Cette fameuse histoire mondiale de la France dirigée et coordonnée par Patrick Boucheron. Il y avait le 11 septembre 1973, le coup d'État au Chili, et il manquait le 25 avril 1974. Donc nous avons invité Patrick Boucheron pour corriger cette faute. Et surtout, c'est une boutade bien évidemment, il en a parlé longuement dans d'autres travaux et dans d'autres émissions. Et ça sera là vraiment une expérimentation, puisque ça sera une conférence à deux voix, pour vraiment poser ce soir ce regard franco-portugais sur cette date importante, pas seulement pour le Portugal, pas uniquement pour l'Europe, mais pour le monde et pour l'humanité. Donc on aura cette conférence entre Patrick Boucheron et Luis Trindade. Voilà, je conclue ici. Est-ce qu'il y a des personnes, et ça c'est important, qui ne comprennent pas le portugais ou qui ne comprennent pas le français, afin qu'on puisse vous donner un petit casque, un petit dispositif? Levez la main afin que... Voilà, on va vous les donner. Je vous prierai vraiment de nous les rendre en fin de soirée, hein, ou de les rendre à nos agents avant de partir. Não há vergonha a ter, é só levantar o braço que nós entregamos. Le casque. Tem que ser o casque. Oui. Tu as des casques? Il y a un casque? Ils arrivent. Enquanto chegam os auriculares, queria apenas dar-vos as boas-vindas também em português, agora para a parte da tarde, e agradecer aos nossos convidados, que são subejamente conhecidos, portanto, a doutora Maria-Inacia Rezola, a filósofa que temos aqui, Myriam Revedalón, e, obviamente, o Dr. João Soares, não é preciso apresentar. Agradecemos a Isabel Lucas, que aceitou moderar, digamos, este debate, e desejamos que corra tudo pelo melhor. E vai correr com certeza. Podemos? Olá, boa tarde. Acho que podemos. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português. O meu francês eu ouço e consigo compreender muito bem, mas não me atrevo a falar. É, como foi anunciado, uma mesa que está a pensar o futuro, os novos desafios 50 anos depois do 25 de Abril, Europa, democracia e diversidade. É de assinalar, não é, que estamos depois da liberdade, depois da revolução, a pensar quais são os desafios que se colocam para firmar as maiores conquistas do 25 de Abril, nomeadamente a liberdade e a democracia. São comemorações que coincidem com um movimento histórico em que há uma urgência em grande parte do mundo, e nomeadamente o mundo ocidental, de pensar esta palavra, democracia. O que é que ela implica, o que é que a constitui, como se exerce, como está sempre a pedir para ser reinventada. Começando por quem tem estado a pensar muito nesta data, Maria-Inacia Rezola, qual foi a principal preocupação quando decidiu aceitar estas funções de fazer as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril? Obrigada, cumprimento novamente todos. Primeiro preciso contextualizar, ou seja, porque é que eu fui convidada? Porque há 30 anos que estudo o tema. Sim. Portanto, foi a primeira questão, não por filiações partidárias ou por qualquer outro motivo, a não ser esse. Eu comecei precisamente nos 20 anos do 25 de Abril, numa exposição coordenada pelo professor António Reis, no então em nascimento Museu da República e da Resistência, que já não existe,
E também posso dizer uma curiosidade interessante, como é que eu fiquei fascinada pelo tema, que foi com um som, e com um som muito específico, o célebre discurso da Almada de Vasco Gonçalves. Ou seja, uma das vertentes da exposição eram sons. Tive a sorte de me cruzar com um arquivista excepcional da RDP, que me separou os sons que eu tinha pedido e que me disse: comece por ouvir este. E eu acho que ouvir não apenas a intervenção, mas tudo o que rodeava essa intervenção em pleno verão quente de 1975, acabou por condicionar fortemente o meu percurso a partir de então. Nesse contexto, quando me foi pedido quando fui sondada para estas funções, eu confesso que hesitei muito, porque, tal como muitos dos meus colegas historiadores presentes, não somos muito partidários das celebrações. Não é? O que percebemos é que estas celebrações, ou que as celebrações, as comemorações, depois podemos discutir o conceito, o que é que nós entendemos por comemorar, por celebrar, podem ser muito úteis porque são momentos únicos em que a história está na arena pública, chega a todos e há um interesse diversificado e um grande envolvimento, por exemplo, dos meios de comunicação social. E isto é uma oportunidade única para os historiadores, não é? Imagino que todos partilham desta hipótese, apesar de não termos nenhuma apetência especial, nem nenhum interesse especial na questão comemorativa e nestes momentos. Ao assumir funções, a primeira ideia que eu tive clara é que todo o trabalho que eu pudesse desenvolver era uma milésima parte de tudo o que havia para fazer e de tudo, como já disse anteriormente, que em Portugal e fora de Portugal se queria fazer sobre o 25 de Abril. Na parte que nos compete, além de apoiar e, portanto, não necessariamente o envolvimento direto, no que nos compete, no que promovemos diretamente, eu acho que há pelo menos 3 vetores, ou 3 questões sobre as quais incidimos. Primeiro, que estas comemorações têm que ser inclusivas, têm que ser diversificadas e têm que ser plurais. A ideia da história oficial, que muitas vezes está associada às comemorações, não é? A história dos vencedores, a história oficial, é uma ideia ultrapassada e que não pode ocorrer neste contexto, sobretudo dos 50 anos de democracia e de liberdade. Neste domínio, nós temos desenvolvido, eu não vos vou amassar, eu trazia um pequeno PowerPoint, não o vou passar porque tecnicamente não é possível, mas para explicar um bocadinho as vertentes em que estamos envolvidos, temos necessariamente uma parte de festa, da festa popular, de música, a parte mais, permitam, sem usar o termo em sentido pejorativo, mais folclórica, assim, de rua, que necessariamente coincide muito com este ano, mas que se traduz também em criações no cinema, no teatro, na dança, nos espetáculos musicais e muita novidade e coisas muito interessantes que estão a ser produzidas. Isso foi possível graças a linhas concursais que foram lançadas e a júris especializados que puderam selecionar esses projetos. Temos também uma parte mais pensada para a academia, com projetos científicos, publicações. Temos uma parte dedicada ao público mais generalista com exposições itinerantes e digo que estou particularmente contente com uma que inaugurei ontem nas Caldas da Rainha, mas que vai chegar a sítios como Seul ou Bogotá. E qual foi a ideia? Esta é uma exposição que se chama 50 Passos para a Liberdade e que tenta retratar de uma forma simples, didática, o que foi o percurso entre a queda da cadeira de Salazar e a célebre Lei 774, ou seja, o momento em que Portugal finalmente reconheceu o direito dos povos à autodeterminação e independência a 27 de julho de 74, portanto, os primeiros momentos do pós-revolução. Qual é a grande novidade? É que nós pensámos uma exposição em formato, ou seja, que nós fornecemos digitalmente. Como é evidente, há regras, porque as imagens têm direitos, os documentos, as imagens que são utilizadas têm direitos, mas isto permite que cada instituição, em qualquer parte do país ou do mundo, possa reproduzir essa exposição. Outra opção, 2 modelos expositivos. Um, se me permitem, mais económico, sim, uma exposição de parede, e uma exposição em fórmulas mais elaborada, um bocadinho mais dispendiosa, em fórmula de ilhas. E como vos digo, o sucesso foi de tal maneira que não só temos já várias autarquias a trabalhar com esta exposição, amanhã vamos inaugurar num centro dos Centros do Dia da Defesa Nacional, que vai ser visitada por milhares de jovens e vai percorrer o país acompanhando o Dia da Defesa Nacional, e depois, através do Instituto Camões, estamos a chegar, mas estamos mesmo, não é uma figura de estilo, a todo o mundo.
Finalmente, sem me alongar, temos, como é evidente, também projetos educativos, podemos depois falar deles mais em detalhe, que são uma vertente muito importante e que esperamos poder continuar nos anos que ainda faltam de celebrações. E vamos também dedicar-nos, agora falhou uma última coisa que queria acrescentar, projetos educativos, bem, mas já me recordarei. Portanto, nós temos em conta que o 25 de Abril, como já disse anteriormente, está a atravessar um momento muito importante para trabalhar a história e a memória. Sabemos que a sua mensagem é, como está patente, universal e transversal, mas sabemos também que há questões geracionais nesta história do 25 de Abril. Para um resistente antifascista, o professor Fernando Rosas esteve preso, militou e muitos outros que estão aqui presentes, o 25 de Abril é necessariamente diferente para quem nasceu já neste século, para quem não tem experiência do que é viver com censura, com polícia política, com prisões, com tribunais políticos. E, portanto, isso é um desafio que se coloca na passagem desta história e da memória, que penso que estamos todos envolvidos em ultrapassar. Sim, já vamos falar dessa, como é que se passa a memória para as novas gerações. Se calhar era bom começarmos aqui também por um tema, que é um tema de fundo no meio disto tudo, que é a palavra democracia e o conceito de democracia, sobretudo hoje, não é? Como é que podemos desmontar esta palavra, não só em Portugal, mas em Portugal e no mundo, à luz dos desafios que são colocados na democracia? E essa pergunta eu passo à professora Myriam. Merci. Merci de votre invitation. Merci à l'ambassade de France et à Guillaume plus particulièrement. Alors effectivement, au fond, je pense que du point de vue de je ne désire pas commencer par une définition abstraite et théorique de la démocratie, mais je voudrais partir précisément de la révolution des œillets et de l'étonnement qu'elle a suscité, c'est-à-dire du caractère tout à fait atypique de l'événement, original, du caractère, je dirais même, inédit. Et je pense que cet événement, tel que nous l'avons reçu, tel qu'il est transmis, encore ça on verra quels sont les problèmes de la transmission, est une voie extraordinaire d'accès pour comprendre ce que c'est véritablement qu'une démocratie, vous avez dit, inventive. Bon. La démocratie, c'est une invention. C'est une invention, c'est une réinvention, c'est une dynamique. Ce n'est pas un ensemble de procédures figées, institutionnelles. C'est-à-dire que la révolution des œillets n'a pas simplement marqué la chute d'un régime autoritaire et d'une dictature pour passer à une démocratie institutionnelle et à un état de droit. Bien entendu, c'est absolument fondamental. Mais elle a aussi marqué un changement d'esprit. Elle a induit des transformations dans la manière de vivre, dans la manière d'être ensemble. On peut parler comme Montesquieu parlait de l'esprit des lois, ou Max Weber, de l'esprit du capitalisme, on peut parler d'un esprit de la démocratie au-delà des procédures formelles. Et sortir d'un régime autoritaire qui a duré un demi-siècle et qui a marqué plusieurs générations en tentant de modeler les comportements, les attitudes, les manières de vivre, ce qu'au XVIIIe siècle on appelait les mœurs, eh bien, sortir d'une sorte d'accoutumance à la servitude, même s'il y a eu des résistances, ça suppose des transformations beaucoup plus profondes qu'un changement de modèle politique. La démocratie, ce n'est pas un modèle. Je pense à la question qui a été posée ce matin, où quelqu'un demandait « est-ce qu'on peut exporter le modèle démocratique ?» La démocratie n'est pas un modèle, c'est une invention, c'est une expérience, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. Disons que c'est un exemple.
Il y a une différence fondamentale entre un modèle et un exemple. Alors déjà, se demander si on peut exporter le modèle démocratique, c'est, comment dire, ce n'est pas bien poser la question, c'est mal poser la question. Il faut plutôt se demander à quelles conditions on peut réactualiser, puisque c'est le sujet de la table ronde de cet après-midi, à quelles conditions on peut réactualiser une expérience dans des conditions qui ne sont plus les mêmes, ni dans l'espace, ni dans le temps. La façon dont a été vécue, reçue la révolution des œillets en 1974 n'était pas celle dont nous la recevons aujourd'hui, parce que le monde a changé et parce que précisément l'état des démocraties et les rapports de force entre les démocraties et les régimes non démocratiques ne sont plus aujourd'hui les mêmes. Mais ceci étant, je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre qu'en fait, il faut renouer avec ce que les Grecs appelaient une politeia. Et ce qu'ils appelaient une politeia, ce n'était pas simplement un régime institutionnel, mais c'était presque pas seulement une forme de gouvernement, mais un genre de vie, presque a way of life. Et la démocratie, ça implique aussi ceci. C'est-à-dire, au fond, il y a une assise mentale et affective, il y a des mises en forme politiques des sociétés qui sont aussi des mises en sens. Je pense à ce que disait Montesquieu dans l'Esprit des lois sur le fait qu'un régime, c'est-à-dire une forme de société, est caractérisée à la fois par sa nature et par son principe. Sa nature, c'est sa forme organisationnelle, c'est la façon dont ça fonctionne, les procédures, une démocratie parlementaire, la séparation des pouvoirs, enfin, tout ce que et qui est absolument fondamental. Bien entendu, c'est fondamental. Mais Montesquieu disait, à côté de la nature des régimes, il y a ce qu'on appelle le principe ou le ressort, ce qui fait qu'une forme politique, une forme de société est ce qu'elle est, et ce qui fait en même temps sa dynamique. Et Montesquieu utilise le terme de ressort. On voit très bien ce que ça veut dire qu'un ressort. C'est le ressort d'une dynamique, d'une mobilité, d'une invention. Et Montesquieu disait la corruption ou la fin des régimes, c'est d'abord la corruption de leurs principes, c'est-à-dire du ressort qui les fait être. Et donc, pour en revenir à l'événement lui-même, le fait que la révolution des œillets ait été marquée à la fois par un très grand étonnement devant le caractère inédit de l'événement. Je pense à cette photo que j'ai revue très récemment, qui était une du journal Libération, où on voyait Sartre, Jean-Paul Sartre, assis à une table en train de s'entretenir avec 3 ou 4 jeunes capitaines. Et alors, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai revu très récemment cette photo, c'était l'espèce de stupeur de Sartre. En fait, comment vous dire, oui, c'est ça, cette espèce, devant quelque chose qui ne correspondait sans doute pas au modèle révolutionnaire qu'il avait dans la tête. Bon, c'est-à-dire Cuba ou bien d'autres, même si c'était pas très clair dans sa tête, comment dire, politiquement parlant. Mais ceci étant, il y a cette espèce de stupéfaction devant, au fond, ce qui ressemblait à un coup d'État, fomenté par de jeunes militaires qui, au lieu de garder le pouvoir et de passer à un régime autoritaire, remettent ce pouvoir entre les mains du peuple. Bon, et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la théorie, non pas du modèle, mais de l'expérience. Et d'une expérience dont nous devons nous demander à quelles conditions nous pourrions, au fond, la réactualiser dans des circonstances qui sont des circonstances tout à fait différentes. Et je pense qu'on reviendra probablement sur la question de la crise des démocraties aujourd'hui. Voilà.
Oui. Merci. Dr. João Soares. Doutor, só. Só João Soares sem doutor. Usa o nome da minha mãe, mas não me trate por doutor. João Barroso Soares prefiro do que doutor. Então esse tempo vai ajudar. Nós somos o único país da Europa que tratamos os licenciados com licenciaturas ordinárias por doutores. Eu só trato os médicos, com todo o respeito, porque eles são de bata vestida. Então vamos a essa informalidade de João Soares, que é, todos o conhecem pela sua dimensão política, pela sua experiência política, mas João Soares tem aqui, entre as três pessoas que aqui estão, provavelmente a que tem uma memória mais vívida do 25 de Abril, e também é pai de filhos de várias gerações. A minha pergunta tem a ver com essa função de educador, ou seja, fala-se muito como é que se passa esta memória para as novas gerações. Quando fala do 25 de Abril aos seus filhos, o que é que tem a preocupação que eles entendam? Bem, em primeiro lugar eu queria explicar que vou falar em francês porque recebi uma intimação, um pedido que é uma verdadeira intimação da senhora professora para que falasse em francês. Je vais essayer de me débrouiller en français. Je pense que la Révolution portugaise est un cas absolument exceptionnel. Vous direz, il est portugais, mais c'est un cas exceptionnel. Il faut, même le contexte historique, il faut le souligner. Le coup de Pinochet, qui était un coup fasciste au Chili, fut le 11 septembre 1973. La Révolution a commencé en mars, mais le 25 avril 1974. La Révolution et le mouvement qui l'a suivi, le coup et le mouvement qui l'a suivi, qui l'a transformé en révolution, a par exemple, d'une façon très claire, changé complètement la vie qu'on avait en ce qui concerne les militaires, parce qu'en plus, c'était des militaires professionnels. Et ce qui est dans tout ce processus absolument nouveau, c'est la nouveauté et le caractère révolutionnaire de la façon de nous poser face aux défis qui se posent. Ce serait très difficile avant de penser que les militaires professionnels éduqués à l'académie, qui avaient fait déjà 3 ou 4 missions dans des zones de guerre pendant 13 ans, étaient en train de se battre, c'était eux qui allaient comprendre mieux que tous ceux qui étaient à l'opposition, dans plusieurs rôles, et il y a des gens qui ont été, comme il a été souligné très bien, qui sont ici, comme Fernand Roses, qui ont été en prison plusieurs fois, qui étaient clandestins en organisant la résistance à l'époque de la révolution du 25 avril. On ne s'attendrait jamais que ce soit les militaires professionnels qui fassent ça. Mais ce qui se passe, c'est que les militaires professionnels avaient compris tout à l'heure. L'amiral m'a parlé, m'a dit, et notre officier de la marine qui était là m'a dit, mais vous rappelez jamais qu'il y avait eu 1000 marins qui étaient en France en 68 pendant la révolution de mai de 68 et qui étaient là pour recevoir les frégates et les sous-marins qui avaient été faits par les Français, qui avaient vécu de proche tout ce qui s'était passé en France. Ils étaient tous des militaires professionnels. Et c'est cette capacité de nous entrouser avec les autres et avec les autres peuples qui a fait vraiment quelque chose de nouveau. La plupart des gens de gauche auxquels j'appartiens avaient des doutes sur les militaires. Et avait même il y avait même plusieurs courants à gauche du PS et même dans le PS auquel j'appartiens qui disaient les putschistes ou les comment on appelait il y avait les gens qui avaient... Moi, j'avais une tradition familière qui venait de mon grand-père qui avait toujours eu des conspirations avec des militaires et des tentatives révolutionnaires jusqu'à la fin des années 40. Il y a aussi le poids qui a été déjà souligné d'une histoire qui apparemment est déjà faite et qui nous donne une vision des choses qui n'est pas exactement. On a par exemple, il y a quelque chose qui est très curieux, c'est qu'on oublie la tradition anarcho-syndicaliste dans la Révolution portugaise. Nous avons eu un courant anarcho-syndicaliste qui a eu une importance immense dans la République, dans l'implantation de la République et dans le combat contre la dictature, et qui est complètement oublié.
c'est curieux parce que l'histoire se fait par les acteurs qui sont dans le moment, dans la position de l'affaire, et parfois elle n'est pas correcte. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important dans tout ce qui s'est passé dans le 25 avril. Il y a une caricature de Jean Hubert Mintin qui devait être ici, qui s'appelle Un problème difficile, qui est un tableau de classe, et tous les grands penseurs de la gauche, et pas seulement de la gauche, de Marx, Lénine, Staline, Trotsky, tous les autres, sont en train de regarder en classe, complètement éberlués avec ce qui se passe avec ce petit pays qui est le Portugal, qui continue à être le Portugal. Mais c'est vrai qu'on a eu... Et on a profité de plusieurs choses. Il y a une chose qui n'a pas été référée. La France a eu une influence immense. Et les migrations, pas seulement l'immigration politique, j'ai parlé des marins, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais de toute façon, il ne faut jamais oublier, c'est une des histoires les plus drôles, c'est que le numéro 2 de la police politique portugaise était en train d'être reçu à la piscine à Paris au moment où la révolution s'est déclenchée. Et c'est M. Marange qui l'a reçu officiellement, qui lui a dit « Mais monsieur, vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y a eu un coup au Portugal ?» Et apparemment, il aurait essayé de téléphoner, il n'a pas pu téléphoner, il a confirmé qu'il est resté évidemment là-bas pendant un certain temps. Et que, par exemple, je ne savais pas, j'ai été à la commission d'extension de la PIDE, c'est les Français qui ont vendu le système d'écoute téléphonique de la PIDE, qui n'était pas grand-chose d'ailleurs. On doit remercier aux Français, ils écoutaient 15 numéros à la fois, alors ça vous donne un peu la dimension, comme une partie de ces 15 numéros étaient des gens du régime, qui étaient suspects de ne pas aimer Salazar. Je pense qu'il manquait 3 ou 4 numéros de téléphone, mais le numéro de téléphone de la maison où j'habitais, à cause de mon père, était un de ceux qui étaient toujours en écoute, et c'était très drôle de voir les conversations qu'on avait eues. Ça nous a fait... Je pense, j'ai eu des responsabilités dans l'OSCE, la partie parlementaire, avec des amis français, le secrétaire général à l'époque, l'ambassadrice du Portugal à l'OSCE était ici tout à l'heure, je pense qu'elle est encore ici. Le secrétaire général à l'époque, c'était un diplomate français. C'était une organisation qui jouait un rôle. On a vu les évolutions de tous les pays qui sont sortis de l'ex-Union soviétique et de l'ex-Yougoslavie. On a vu les conflits dans le Caucase du Sud, par exemple la guerre entre la Géorgie et la Russie. Et ça nous donnait à nous, je ne suis pas un patriote extrême, mais ça nous donnait à nous, Portugais, une habilité à sentir l'odeur. On arrivait dans un pays, et ça c'est venu aussi de la Révolution. Et j'ai compris aussi, j'avais compris déjà avant, il y a 2 valeurs qui sont fondamentales. C'est l'amour à la liberté, toujours. Même la liberté d'entendre ceux qui ne disent pas ce qu'on aime qu'il soit dit, ça c'est absolument fondamental. Et qu'on qualifie d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est la même chose. Il faut entendre les autres, être capable d'entendre des autres, discuter avec les autres. Et il faut avoir le courage de donner notre opinion. Et je pense que la révolution du 25 avril est aussi un exemple très clair de ce courage. Et rien ne vient dans un manuel. Je pense qu'on a... Ah non, vous savez, j'avais un grand ami de mes parents qui est un écrivain qui est oublié, mais il y a une rose, qui se rappelle de lui, qui s'appelait Manuel Mendes, qui a dit, un jour il m'a conduit dans un voyage dans le pays, et il a dit, le garçon n'est pas mal, mais vous l'avez vacciné avec une aiguille de gramophone. Alors je me tais pour le moment. J'ai le problème du vaccin qui me... J'ai dit l'essentiel. João Soares fica a responder a pergunta que eu lhe fiz. É verdade, fica. É verdade.
Voltamos a ela já, entretanto. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Não Maria Inácia Rizola, queria no entanto, comentar uma das questões. Só duas notas que eu que esqueci de dizer na primeira intervenção, é apenas uma curiosidade, mas que penso eu que é interessante para ir acompanhando. Nós, no site da Comissão, começámos, tem apenas 15 dias, pouco mais de 15 dias, um mapa que permite expressar o que é que está a ser feito. E como é que nós chegamos a essa conclusão? As pessoas podem escrever as suas atividades, submetê-las e aparecem automaticamente no mapa de atividades nacional e internacional. E em 15 dias nós temos mais de 600 atividades inscritas, de todo o país, não são só as nossas. E, portanto, isto dá um bocadinho conta do que é que está a acontecer e estamos a convidar todos a envolverem-se. A Embaixada pode inscrever também esta iniciativa e ficaremos com o mapa do que foi feito, do que já passou e o que é que acontecerá a partir de agora. Em relação ao que o João Soares estava a dizer, é muito interessante que um dos debates, e vou ser muito pontual, um dos debates que continua a motivar muitos historiadores e cientistas políticos é se Portugal inaugurou a terceira vaga das transições para a democracia, ou seja, se nós falamos de uma transição ou de uma revolução, não vou entrar nesse debate, sendo que eu acho que os termos não se excluem, podemos ter transições revolucionárias, mas é muito mais interessante nós tentarmos perceber se o caso português foi precursor de qualquer coisa, ou latecomer, como dizem os ingleses, chegou tarde. E eu cada vez me inclino mais para interpretações que não são minhas, são de grandes pensadores sobre estes temas, como Hermínio Martins, ou como Medeiros Ferreira e muitos outros, que, por exemplo, o primeiro diz que em Portugal, em 74, 75, parece que a história se compacta e Portugal em 18 meses vai recuperar duas datas históricas que tinha perdido, o fim da Segunda Guerra Mundial e o maio de 68, e tudo isso compactado naquele curto espaço de tempo, ou então autores como Medeiros Ferreira, que falam no último teatro leninista, na última revolução europeia contemporânea. E, portanto, a sua intervenção motivou-me precisamente isso da novidade e da experiência que levou tantos, nomeadamente os franceses, a virem ver uma revolução in loco. Sim, uma revolução ao vivo a acontecer na rua. Indo à palavra da desconfiança, todos desconfiamos um bocadinho das celebrações, muitas vezes porque as celebrações morrem no fim. Há uma celebração e depois o que é que se retirou de facto dali. Neste sentido, o que é que preocupou, ou seja, não... Pondo essa ideia de parte, não é? Celebrar, mas celebrar com que intuito? O que é que pode ficar daqui para constituir essa memória futura e para transmitir o quê às novas gerações? Eu começaria, se me permite, serei rápido, eu fiz uma síntese para sermos rápidos, mas penso que são dados interessantes, não sei se podiam passar o slide, que é o primeiro desafio é celebrar. Nós estamos a menos de uma semana do 25 de Abril e vou-vos dizer que eu ficarei... Podem descarregar tudo, para ser mais rápido, que eu ficarei muito contente se nós conseguirmos chegar ao 25 de Abril sem haver disputas e confrontos como os que já existiram. E vou-vos explicar muito rapidamente. Se nós fizermos uma análise do que é que se passaram nas grandes datas redondas, no 10º, 20º, 30º e 40º aniversário da Revolução de Abril, do 25 de Abril, a primeira coluna diz um bocadinho, dá conta do contexto, quem era o primeiro-ministro, quem era o presidente da República e o contexto socioeconómico desse período. Nós percebemos que, à exceção do 20º aniversário, não houve, não digo pacíficas, mas celebrações que reunissem, por exemplo, a Presidência da República e a Associação 25 de Abril. Logo as primeiras celebrações, no 10º aniversário, pautaram-se por quê? Por múltiplas iniciativas, todas separadas. No segundo, graças ao pai aqui do João Soares, houve um enorme esforço para tentar integrar a Associação 25 de Abril nas comemorações. Na primeira tinha falhado porque António de Spínola tinha sido convidado pelo seu pai para dirigir as celebrações oficiais. Isso levou a uma grande zanga da Associação 25 de Abril e, portanto, as celebrações começaram mal a esse respeito. Nos 30 anos do 25 de Abril, penso que muito já, sobretudo eu tenho mais memória deste período, percebemos que foi provavelmente o momento de maior divisão, mas também aquele, curiosamente, em que a história foi verdadeiramente discutida.
em causa, como todos se recordam, o slogan da comissão com género da que nós temos agora, que tinha retirado o R da revolução e tinha ficado a evolução. E a partir daí nós conseguimos encontrar, de facto, um debate profundo sobre o que é uma revolução, o que é que significa uma revolução e o que é que foi o 25 de Abril. Finalmente, nos 40 anos, penso também todos temos bem presentes que mesmo os colóquios académicos, e eu tentei ir ao máximo possível, se transformaram rapidamente em comícios políticos. Isto prova-nos o quê? O potencial que estas comemorações e que esta história têm de interferência da política e até de manipulação política. Temos o célebre caso do 25 de novembro, não é? Que continuamos com essa questão. Como as comemorações têm sido reféns do contexto em que elas são celebradas, esse é um dado muito importante, e atualmente eu acrescentaria uma última conclusão a estes aspectos que eu analisei academicamente e não enquanto no exercício da atividade, que é uma luta que está a existir atualmente entre a história e a memória, ou seja, uma memória que quer suplantar, subalternizar a história e o papel dos historiadores. Essa tem sido o mote neste último ano de atividade e espero que todos juntos consigamos contornar e perceber como podemos ser complementares e como a história deste período precisa da memória, mas que história e memória são coisas, como sabemos, bem diferentes. Quanto ao que fica, penso que as sondagens têm revelado que o 25 de Abril continua a ser considerado o facto mais importante da história de Portugal para todos os portugueses. Sexta-feira vamos ter a atualização das sondagens que já foram feitas anteriormente e vamos ver em que ponto é que estamos, não é? Qual é a percentagem de portugueses e nas faixas etárias que continua a dizer ou a achar que a forma como Portugal passou da ditadura para a democracia é uma fonte de orgulho e depois que o 25 de Abril é o acontecimento mais importante da sua história. A verdade é que, nesses inquéritos, nós percebemos que são, sobretudo, os mais jovens quem afirma que o 25 de Abril é o acontecimento mais importante da nossa história. Isto significa o quê? Que essa barreira geracional que eu referi anteriormente está ultrapassada e que o 25 de Abril mobiliza, mas mobiliza mesmo os mais jovens. Qual é o reverso da medalha? Quando nessas mesmas sondagens se tenta, por exemplo, que identifiquem algumas das figuras centrais do processo político ou militar, têm muita dificuldade. Sim. Sim? Há um ou dois símbolos que permanecem, felizmente, e, portanto, há um grande interesse... Que símbolos são esses que permanecem, sobretudo? O cravo, universal, e em termos de figuras, eu vou vendo, e vamos ver agora o que é que resulta nesta sondagem. Na última sondagem era Mário Soares, era um dos mais identificados, e dentre os militares Salgueiro Maia. Vamos ver o que é que acontece agora, 10 anos depois da última sondagem, o que é que aconteceu nas gerações mais jovens. E, portanto, o que é que eu penso que é a nossa responsabilidade da Comissão, dos historiadores, dos jornalistas, de todos os que estão presentes, fazer esta passagem de testemunho. Ou seja, compete-nos a nós interessá-los por essa história, fazer-lhes ver que esta história não nos interessa como algo do passado, mas nos interessa para o nosso presente, não é? Porque o 25 de Abril continua a ter uma forte importância para o nosso cotidiano e para o nosso presente. E, portanto, pelo menos a mim, a história interessa-me porque ela me situa no mundo hoje, não porque é um amontoado de acontecimentos históricos ou curiosidades. E penso que é essa mensagem que nós temos que transmitir e levar os outros a conhecer esse passado recente para perceberem a importância que isso teve no seu dia-a-dia. Obrigada. Vamos então referir uma deixa que a professora Miriam nos deixou, desculpem esta redundância, mas que tem a ver com o momento em que estamos a celebrar a democracia, que é um momento da fragilidade, em que mostra a fragilidade da própria democracia. E que é uma fragilidade que, segundo a própria professora Miriam, escreveu num livro bastante recente, que está cá publicado em Portugal, que é A Verdade é Frágil. É uma fragilidade que nasce da própria internamente, é a própria democracia, porque não é um regime autoritário que vai gerar a sua própria fragilidade. Eu gostava que identificasse quais são, neste momento, os grandes desafios que a democracia enfrenta neste momento. Alors, effectivement, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie sont de plusieurs ordres, de plusieurs natures.
Il y a d'abord, c'est un constat irréfutable, la montée en puissance dans le monde des régimes autoritaires, la montée en puissance des dictatures et des régimes qu'on appelle des régimes illibéraux, c'est-à-dire des régimes qu'on appelle à tort des démocraties illibérales. Le terme de démocratie illibérale est un oxymore, c'est-à-dire ce sont des régimes qui se, au fond, qui se masquent ou qui se travestissent, qui réduisent d'abord la démocratie uniquement à la procédure électorale, et qui ensuite, une fois que le chef a été élu, prétendent que le chef incarne la souveraineté populaire en faisant l'économie de toutes les médiations qui caractérisent la démocratie. Donc, c'est très important de rappeler que les sociétés démocratiques sont aujourd'hui en perte de vitesse. Alors qu'il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, notamment après la chute des régimes totalitaires en Europe, on pense au livre de Fukuyama, paru en 1989 après la chute du mur, sur la fin de l'histoire. Et Fukuyama, la thèse de Fukuyama était que la démocratie libérale allait se répandre comme un modèle universel de par le monde, ce qui bien entendu a été démenti par les faits. Donc, il y a d'abord des menaces qui sont des menaces, je dirais, extérieures et qui sont la multiplication des coups d'État, des putschs et des régimes. En fait, on peut dire aujourd'hui, d'après les dernières enquêtes, 60 pays dans le monde ont connu un recul des libertés publiques au cours de l'année 2021. Et aujourd'hui, 20% environ de l'humanité vit dans des pays où elles sont à peu près respectées. Donc 20% de l'humanité vit dans des pays où les libertés publiques fonctionnent à peu près. Donc les régimes autoritaires se portent très très bien et les démocraties beaucoup moins. Bon. Mais ça n'est pas tout. La deuxième difficulté, je crois qu'elle est beaucoup plus considérable, c'est qu'on parle à l'intérieur même aujourd'hui des démocraties libérales de l'épuisement des institutions, de la fatigue démocratique, de la lassitude démocratique, de la lassitude des citoyens qui sont déçus et désenchantés. Et au sein même des démocraties, l'idée s'est répandue qu'un régime politique efficace, fondé sur un exécutif fort, ou bien sur l'expertise des technocrates, c'est une autre manière de voir les choses, valait mieux que les atermoiements de la démocratie, qui est au fond ces promesses non tenues, ces palabres interminables, ces délibérations qui n'aboutissent pas à des décisions, et la lenteur des contre-pouvoirs qui empêche la prise de décision. C'est un argument qu'on entend aujourd'hui très souvent. Donc en fait, je crois que ce qui est caractéristique de ce qui se passe, notamment dans un certain nombre de pays en Europe occidentale. Et au fond, le problème aujourd'hui, c'est la transformation des appréciations subjectives des citoyens, ou des individus, qui ne considèrent plus que la démocratie est désirable. Parce qu'on pouvait, il y a une cinquantaine d'années, adhérer à la formule très célèbre de Churchill qui disait la démocratie est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous ceux qui ont été expérimentés dans l'histoire. Donc, mais néanmoins, dans la formule de Churchill, l'absence d'illusion rend néanmoins la démocratie désirable plus que tous les autres régimes. Or, l'inflexion relativement récente, c'est la fin de ce consensus où tout le monde se prétendait plus ou moins démocrate, malgré les insatisfactions, malgré les déceptions. Alors, ce qu'il est important de comprendre, selon moi, c'est que la démocratie est un régime fragile. C'est un régime structurellement fragile
Pourquoi? Non pas parce qu'elle est faible. La faiblesse et la fragilité, ça n'est pas du tout la même chose. Munich a montré ce que c'était que la faiblesse des démocraties, ça n'était pas de la fragilité. Et cette fragilité structurelle, mais qui fait en même temps la grandeur de la démocratie, c'est ce qu'on oublie quand on confond la faiblesse et la fragilité. La fragilité de la démocratie, c'est parce qu'elle repose sur la possibilité d'un débat qui est un débat constamment renouvelé, et je retrouve ici l'idée de l'inventivité, un débat constamment renouvelé sur les valeurs, sur les finalités, sur les objectifs, c'est-à-dire que la démocratie, c'est la forme de société où la contradiction publique des actions du pouvoir est considérée comme légitime. Et de ce fait, la démocratie implique toujours une part d'incertitude. Mais c'est ce qui fait à la fois sa grandeur et son prix, son coût. Et il faut insister sur le fait que cet exercice du conflit, que cet exercice de la contradiction publique, ne se fait pas n'importe comment. Il se fait dans un espace public où se manifeste la pluralité démocratique. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est un élément supplémentaire de la fragilité, c'est que d'autres vecteurs de communication ont remplacé, d'une certaine façon, cet espace de débat conflictuel dans l'espace public. C'est-à-dire on assiste quand même à un affaiblissement du débat public, à la très grande difficulté d'échanger des opinions contradictoires et je dirais que l'une des menaces fondamentales aujourd'hui, c'est l'effacement de cet espace public où se manifeste la pluralité démocratique. Et si nous faisons droit, si nous vivons dans une société qui fait droit à la diversité et au conflit, nous sommes, je dirais, confrontés en permanence à la multiplicité des croyances, des opinions et des jugements. Alors, je dirais que l'existence de cet espace public est l'un des éléments qui me paraît à la fois les plus fondamentaux et les plus menacés aujourd'hui. Merci. João Soares, não esquecendo a pergunta que eu... Não esqueço. Mas Já eu sabia que me ia dizer isso. Mas eu ia aí. pôr uma chega que é, sendo alguém que está no espaço público há muitos anos e a fazer num papel de alguém que debate no espaço público, sente esta degradação do espaço público enquanto local de debate? Sinto profondamente. Eu acho que je ne sais pas si je peux parler en portugais ou si... Non, si vous voulez, je sens qu'il y a effectivement un grand affaiblissement du débat public. Il y a un grand affaiblissement qui passe aussi par les renouveaux technologiques. Et cette histoire, ici, a été une révolution complète. La façon dont les gens se communiquent. Je me rappelle qu'un des meilleurs chanceliers d'Allemagne, le meilleur pour moi de tous les temps, s'appelait Willy Brandt, et nous avons une dette avec lui, je l'ai référé tout à l'heure. Helmut Schmidt, qui a succédé à Willy Brandt, un jour il a dit « je m'en vais parce que je ne peux pas expliquer en 2 minutes de télévision ce qui m'a coûté 2 années d'études et de travail sur le... » Et c'est un peu ça. Les gens sont appelés, moi-même je suis appelé, pas aussi fréquemment que d'autres, à faire des commentaires télévisifs sur les débats les plus... Mais il n'y a jamais du temps pour rien. Et ça, c'est ce que je sens au niveau de mes enfants. J'ai comme j'ai dit, comme j'ai été toujours professionnellement éditeur, et je me considère encore éditeur, je dis ma première édition, c'est les enfants autour de 40 ans, la deuxième édition est entre 16 et 20 ans. Et la révolution que ça a introduit est quelque chose de très important. Et on doit le comprendre, parce qu'ils communiquent, même à table. Il faut faire un effort immense dans les familles. Je suis sûr que la plupart des gens qui sont ici savent ce que c'est, parce que les gens sont permanemment avec tout ça et communiquent. L'information qu'ils reçoivent aujourd'hui est très supérieure à celle qu'on recevait dans notre époque, un pays censuré, même avec les...
Et il n'y a pas de vrai débat. Et ça, c'est la grande force de la démocratie, et c'est la possibilité du débat contradictoire. Mais moi, comme je suis optimiste, et le 25 avril m'a fait encore plus optimiste, même s'il est à 50 années de distance, je crois sincèrement qu'on va trouver une solution. Il faut trouver une solution. Même vous avez fait un effort significatif, et je suis d'accord. Et vous avez, mais les réseaux sociaux. J'ai été avec Fred Roses, qui est ici, et qui connaît toutes ces histoires beaucoup mieux que moi, et qui travaille sur elles. On a été à Beige. Il y avait une salle très bien, 100 personnes, organisée par la mairie. Mais le problème est la moyenne d'âge. Roses et moi, on sentait peut-être les plus jeunes dans la salle. Même si on était ceux qui étaient capables. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème sérieux. Il faut savoir communiquer avec les gens les plus jeunes. Et ils savent communiquer entre eux, ils reçoivent l'information. Ils ont même un désir de... Et je pense par exemple que je suis allé, tout à l'heure je parlais avec Irène sur Pimentel, on est allés tous les deux, on ne s'est pas vus, voir le film que Antoine Vasconcelos a fait. Il a mouru, mais il a été monté comme il avait dit, c'est son dernier travail. Et je pense que c'était très bien, et j'espère que ça marche très bien. On a vu que le deuxième épisode, ce sont 7 ou 8, je ne sais pas si ce sera trop long, mais à nous, ça nous touche. J'étais pas avec mes enfants, j'ai pas vu réagir, la salle était assez âgée, mais la salle a réagi très bien. Et ça explique la conspiration, et ça s'appelle même la conspiration. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Maria de Medeiros a fait un film qui continue à être un film fantastique. Elle est venue peut-être avec l'énergie de qui vit en France et qui est habitué à travailler dans le cinéma français. Je me rappelle à l'époque, j'étais éboueur à la ville de Lisbonne, elle a facilité les choses pour que les choses se passent. Match Gomes, dont j'ai parlé tout à l'heure, est le type qui fait il a fait les romans et les histoires les plus, il a contribué à faire des... Il faut aussi trouver ces moyens-là pour engager les autres générations. Mais je pense sincèrement, et ça pour finir, et pour exprimer ma gratitude à Madame l'ambassadeur, et moi je ne suis pas ce qu'on a dit, je ne sais pas comment traduire en français, je ne suis pas emgraxador, je suis plutôt le contraire. Cireur de bottes, je ne suis pas un cireur de bottes. Mais je pense que Madame l'ambassadrice a fait quelque chose de très important. Les débats de Santos, c'est quelque chose qui me touche. Parce que, vous savez, la plupart des Portugais qui sont ici savent, parce qu'ils sont des gens cultivés, mais il faut arriver à d'autres, que ce palais, qui était un palais royal, c'est le palais d'où celui qu'on attend dans un matin de nuageux, qui n'arrive jamais, a reçu Luís de Camões, et où il lui a lu une partie significative, je ne crois pas, en connaissant l'histoire de Dom Sebastião, mais il y aura d'autres qui parleront mieux que moi, qu'il ait eu la patience d'écouter tout l'Élusiade. Peut-être comme un ancien Premier ministre qui est encore un homme qui se sent en condition de donner des leçons à tout le monde, mais quand on lui a demandé il y a 20 ans, quand il était Premier ministre, combien de cantos avait, je ne sais pas comment on traduit cantos, avait l'Élusiade, il a dit « Ah, je ne sais pas, je suis d'économie ». Et ça, je trouve lamentable qu'un type qui a des fonctions publiques. Mais vous avez, en plus d'un débat formidable et d'une journée absolument formidable, et j'avais peur, avant de venir, j'ai dit, mais toute la journée, je suis venu avec ma femme, mais et ma cousine doit être là aussi, qui est française. Je fus formidable et vous faites honneur non seulement aux révolutionnaires du 25 avril, dans lesquels je me revois, même ceux qui ont été avec qui j'ai été en désaccord dans des moments terribles. C'est ce qui arrive par exemple avec Othello. Othello, pour moi, est le grand type du 25 avril. Et Othello, quoi qu'il ait fait, je lui pardonne tout, parce que j'ai le sentiment d'avoir une dette immense par rapport à lui. Et je resterai aussi avec une dette immense en ce qui vous concerne, Madame l'ambassadrice, parce que vous honorez Camões. On est en train, c'est l'année, mais sincèrement, je ne suis pas cireur de bottes. Maintenant, je sais dire de bottes. Engraxador. Mais vous honorez
on est en train de fêter l'anniversaire du 50 ans du 25 avril, le centenaire de mon père, qui est né aussi, et les 500 ans de Camões. Et vous avez fait plus que toutes les... Je ne sais pas s'il y a une commission officielle pour Camões, je ne me suis pas rendu compte, je n'ai vu rien de significatif, mais Camões est la référence. C'est aussi quelque chose qui exprime ce que nous sommes. Nous sommes peut-être le seul peuple au monde. Quand je disais ça dans les réunions internationales de l'OSCE, je disais toujours, n'oubliez jamais que nous sommes le même peuple, dans les mêmes frontières, depuis le début du XIIIe siècle, parlant la même langue, avec la même religion dominante. Nous sommes les plus anciennes frontières d'Europe, le Portugal. Et nous sommes le seul peuple qui a choisi, comme symbole national, non un guerrier, non l'assaut merveilleux d'une prison comme la Bastille, le 14 juillet, non tout ça. On a choisi qui? Un homme à qui tout est raté dans la vie, sauf la poésie. Et c'est avec la poésie que je vous dis, João Soares, merci. interrompo na parte da poesia. Respondi à sua pergunta. Respondeu. Sei que a Maria Inácia Rezola queria fazer um comentário e eu tinha aqui imensas perguntas interessantes para fazer, não vou fazer, ia falar se há, neste momento, já passaram anos suficientes para se falar dos vencidos do 25 de Abril. Toda a história é uma história de vencidos e vencedores, isso é inevitável. Sim. Portanto, Já há essa capacidade. claro. E sobretudo tem que ser uma história plural, com visões e leituras diferentes, senão não tem qualquer interesse. Sim. Em nenhum país. Só um comentário, pela minha experiência, é uma nota puramente pessoal, nós temos que usar instrumentos como, por exemplo, o telemóvel. E posso dar um exemplo. Uma das campanhas em que nós conseguimos mobilizar, de facto, os jovens, foi uma campanha de redes através dos Instagrams, e não chegámos ainda ao TikTok, que é um mistério, não é? Que é o grande sucesso. Tem. Mas é muito perigoso, não é? Temos de estar a analisar. Foi a campanha da rede, o hashtag não podias. É uma coisa, obviamente, vão dizer superficial, mas é um ponto de partida, a maneira de chegar, que leva depois alunos a proporem aos professores fazerem escolas com base nessas proibições, promover palestras já em moldes mais convencionais sobre cada uma dessas proibições. Portanto, é um ponto de partida. Temos um outro projeto que se chama MyPolis, que são assembleias participativas, em que os jovens, através de jogos de telemóvel, fazem um levantamento de problemas que há na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, e depois vão discuti-los com as autoridades locais ou com o diretor da escola. E temos conseguido cativar e mobilizar os jovens para aquilo que é uma das grandes heranças do 25 de Abril, que é a democracia, não é? E, portanto, encontrar outras formas e outras linguagens de chegar aos mais jovens. Obrigada. Já ultrapassámos em muitos minutos os minutos limite. Eu não sei se há tempo para perguntas. Malheureusement, non. Non. Je suis infiniment désolé. C'est les questions de champagne. Non. On est désolé, il est déjà tard. Le débat était passionnant. On va passer directement au cocktail et pour 15 minutes, 20 minutes maximum, et on se retrouve ici pour la conférence à deux voix. Merci infiniment. Merci.